Bonjour, donc bienvenue à cette dernière demi-journée et c'est le moment aussi de vous remercier de votre participation. On est très contente et on pense qu'il y aura une suite à tout ça. Deuxième saison, troisième, etc. Ça a été renouvelé officiellement, on peut l'annoncer. Donc, on continue. Alors, encore une fois, merci à nos partenaires, département d'histoire de l'art et études cinématographiques de l'UDEM, département de sociologie de l'UQAM et à l'IREF. Et à ma partenaire Chiara, qui va aussi ajouter un mot. Oui, peut-être je vais ajouter tout simplement mes remerciements, aux remerciements de Martha, aussi pour les personnes qui nous suivent en Zoom, pour les personnes qui étaient là hier. Je suis vraiment très, très heureuse. Hier, comme j'ai raconté à Lamia, comme dans tous les colloques où j'apprends vraiment beaucoup de choses, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, mais c'est un bon signe généralement, c'est parce que le cerveau travaille. C'était vraiment très enrichissant de discuter avec vous et puis j'ai hâte à ce matin. Il faut que je m'excuse malheureusement avec vous. Je ne pourrais pas être là jusqu'à la toute fin parce que je rentre dans un marathon de comité CRSH dont je vais sortir jeudi soir. Il faut que j'y aille. Déjà, je suis censée être là à 11h, je ne le serai pas, mais il faut que j'y aille pour midi. Donc, il faudrait que je me quitte avant. Et évidemment, on peut rester en contact par courriel aussi avec Martha. On vous fera signe pour la suite, mais là, on laisse tout ça sédimenter un peu avant de proposer des choses pour la suite. Voilà. Et puis là, je pense qu'on peut passer la parole. Oui, donc on a un premier panel ce matin qui porte sur, en fait, le projet qui était un peu le début de tout ça, du site et de ce colloque, qui porte donc sur Scenes for a Marriage. Donc, les personnes qui sont présentes sont pour la plupart des participantes au projet. Je ne vous expliquerai pas tout, mais en fait, tout a commencé parce que j'ai vu cette série de HBO. Et je me suis dit, mais c'est Chiara qui devait travailler sur ça. Alors, je l'ai contactée. Et on ne se connaissait pas tant que ça. Pas tant que ça. Non. Mais je me suis dit, il faudrait, ouais, il y a de quoi. Et donc, vous allez découvrir pourquoi, avec notamment la présentation de Lamia. Et ensuite, j'ajouterai quelque chose sur une des versions de ce phénomène sériel. Donc, Lamia, nous avons ton descriptif. Donc, je vais est-ce qu'il faut que je partage l'écran avec mon... S'il te plaît, tu partages la partie avec la diapo, tu peux relancer la diapo, parce que je pense peut-être que tu la vois déjà. Est-ce que non, je pense que tu veux diaporama PowerPoint, celle sur la deuxième, dans la deuxième ligne. Celle-là? À la deuxième, oui, pardon, excuse-moi. Deuxième. Ah ben. Est-ce que ça marche? Puisque... Tu dois demander aux personnes à la maison. Je pense que non. OK, je ne sais pas utiliser. Je pense que non, on va arrêter le partage. Alors, on va admettre les personnes. Ah oui, j'ai déjà un peu. Moi, j'ai l'impression que il faudrait. Est-ce qu'à la maison, vous nous entendez? Ah, Anne-Martine aussi. Quelqu'un nous dit que oui. Elle dit my name. Merci. Okay. Est-ce qu'il faut que je sorte d'ici aujourd'hui pour avoir un... Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Oui. Il y a un message dans la discussion. Oui, merci. Mario. Excellent. Donc, là, si je fais partage d'écran, je te vois ici. Oui, c'est celui-ci. Voilà. Comme ça, c'est dans... Partager. Et normalement, vous êtes en train de partager votre écran. Tu veux le voir en grand comme ça? Pour qu'eux le voient comme ça? C'est oui, OK. C'est ça. Donc, Lamia Djemoui a fait 2 maîtrises en parcours recherche en études britanniques, nord-américaines et postcoloniales à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, au cours desquelles elle a soutenu 2 mémoires qui avaient pour sujet The Myth of Gender Equality in Desperate Housewives et Détection et féminisme, l'impact du 11 septembre sur les séries télévisées américaines. Lamia a poursuivi son cheminement à Montréal, où elle a complété un baccalauréat par cumul en fondements et pratiques en sciences sociales et santé. Elle est désormais au doctorat en sociologie à l'UQAM et son sujet de thèse concerne la représentation de la sexualité féminine dans la série The Handmaid's Tale.
Penser le désir et les pratiques sexuelles féminines contemporaines en dehors de leur lien à la honte au sein des relations intimes hétérosexuelles. Merci beaucoup. OK. Alors, je vais juste me mettre un petit timing. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler des thèmes de Scenes from a Marriage, des thèmes de l'intimité, l'analphabétisme émotionnel et l'ambiguïté, les outils thérapeutiques. Alors, notre présentation à nous, Chiara et moi, se propose en fait d'ouvrir le débat sur les modèles de communication intime des couples dans les représentations justement sérielles, occidentales, contemporaines. On a regardé justement au traitement que les représentations font des difficultés communicatives et des rôles joués justement par les injonctions venant de la culture thérapeutique sur les pratiques, ou dans les pratiques, conjugales contemporaines. Et on s'est basé sur l'analyse de 3 récits sériels, ou plutôt de 3 versions d'un récit sériel qui couvre 50 années de production culturelle occidentale sur l'amour et l'intimité. Notre démarche, plutôt notre plan, il consiste en 4 petites parties, ou plutôt 3 grandes et une toute petite, où on a décidé de présenter justement quelques définitions utiles au début à notre problématique, donc par exemple les écueils de la communication intime et les ambiguïtés des solutions proposées par la culture thérapeutique. Ensuite, on va présenter notre démarche et notre matériel. Et pour finir, on va discuter justement de la façon dont ces 3 représentations sérielles, elles répondent aux défis, aux conséquences et aux injonctions justement d'une approche thérapeutique des liens conjugaux. Et on finit avec une mini-conclusion. Notre première définition, c'est celle qui va parler justement de la responsabilité communicationnelle et du succès conjugal. En gros, qu'est-ce qui fait le succès marital ou conjugal? Il faut savoir dès le début que l'instabilité relationnelle, en fait, ça a été postulé par l'approche thérapeutique comme un problème social depuis assez longtemps. La vision thérapeutique de l'intimité ou du succès plutôt dans l'intimité et dans la relation conjugale, elle a été fondée sur l'idée que l'harmonie entre les conjoints, c'est ça qui faisait le succès du mariage, et ça a été démontré par justement la longévité du lien affectif. C'est hyper difficile de faire ça quand on parle. Sauf qu'à partir des années 60, on a une espèce de switch dans la définition, et l'harmonie, elle est passée plus ou dans le couple plutôt, elle est passée plus comme l'idée que c'est la capacité des conjoints à régler leurs problèmes conjugaux plutôt que l'absence de problèmes conjugaux. Et ces problèmes conjugaux, même s'ils ont été normalisés avec le temps, ils sont quand même considérés comme découlant de problèmes psychologiques, et c'est dans la responsabilité des partenaires de justement les aborder franchement et de les résoudre, souvent à l'aide d'un professionnel, bien sûr. C'est pour ça qu'on voit que dans les années 70, Célélou, elle nous explique que la communication devient en fait le mot d'ordre des justement conseils matrimoniaux, et dans les années 70, c'est à peu près à la même époque que Bergman nous crée le Scenes from a Marriage. Et dans les dernières décennies donc, du XXe siècle, le discours thérapeutique qui met l'accent justement sur l'asymétrie, le dévoilement de soi, la communication, il devient un peu le cadre dominant par lequel on arrive à décrire cette optimalité conjugale. Et un des meilleurs exemples qui prouve justement ce changement culturel et discursif, c'est la théorisation de Anthony Giddens dans les années 90, qui théorise justement la démocratisation et la détraditionnalisation de l'intimité, les 2 mots les plus difficiles à dire. La deuxième définition qu'on a mis en avant, c'est celle du moins intime optimal et du dévoilement de soi. En gros, depuis donc, justement cette dernière décennie du XXe siècle, on voit que les partenaires sont encouragés par les médias, les experts, les ouvrages de développement personnel, justement à s'efforcer à incarner ce type de moi intime qui est comme nécessaire un petit peu à la réussite d'un mariage. Et ce moi intime, c'est qui? Ce moi intime, il est conscient de lui-même, il est introspectif, il se dévoile, il doit être capable de communiquer, de parler ouvertement de ses émotions, d'assumer la responsabilité de ses états émotionnels, il a la capacité de produire des lectures psychologiques de base des processus relationnels, et il s'engage à travailler sans relâche sur ses relations. En gros, quand il y a un problème dans un mariage ou quand on a des problèmes maritaux, il faut travailler dur à la relation, sauf que personne ne nous dit quand est-ce qu'on a assez travaillé dur et que là, maintenant, le problème, il est juste irréconciliable. Du coup, on se rend compte qu'il y a une espèce de cadre normatif qui est créé par ce discours thérapeutique dans lequel la communication authentique et le dévoilement de soi, ils sont un petit peu érigés ou au rang d'une obligation morale qui est super nécessaire au travail relationnel. Et en poursuivant une tradition que Foucault, en 1976, a décrite comme celle de l'émergence des techniques du sujet comme des pratiques de subjectivation, le discours thérapeutique, il prêche maintenant la transparence et l'honnêteté, comme panacée justement pour la résolution des problèmes relationnels. Ce qui signifie que le sujet individuel narratif, en fait, il doit être non seulement capable, mais prêt à mettre en discours ses problèmes et ceux de la relation. Ce qui nous fait passer à nos ambiguïtés. On a trouvé 3 ambiguïtés qu'on a voulu mettre en avant. La première, c'est celle qui montre que même si le discours thérapeutique un peu contribue à mettre en avant l'idée de la symétrie et de l'égalité dans le couple,
il n'a pas réellement eu d'impact sur la division genrée du travail relationnel et communicationnel dans le couple, puisque dans sa vulgarisation, il tend un peu à responsabiliser ou reproduire les inégalités des genres en identifiant les femmes comme étant naturellement en charge du travail émotionnel et de la communication émotionnelle, comme d'habitude. Merci. Si on rigole, c'est qu'on est au courant. On le savait déjà. On le savait déjà. La deuxième tension qu'on a mis en avant, c'est celle, ou qu'on a découvert plutôt, c'est celle qui dit que le discours thérapeutique soutient cette conception un peu spécifique plutôt de l'optimalité intime. Et du bonheur qui en découle bien sûr, ce qui crée une espèce d'attente normative ou de plusieurs attentes normatives auxquelles les partenaires doivent essayer de répondre ou se conformer, comme par exemple la compétence communicationnelle, la connaissance émotionnelle de soi ou même l'égalité. Ce qui fait que tout ce qui est non conforme, donc qui ne répond pas à ça, c'est considéré un peu comme un échec dans la relation. Or, dans les écrits de Gaben Fink, il nous explique qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire l'intimité, mais qu'il y en a plein et qu'elles peuvent être implicites, silencieuses, pratiques, etc. La dernière tension, qui en cache deux, c'est celle qui met en avant l'idée que si l'intimité elle est nécessairement fondée sur le dévoilement de soi comme devoir d'authenticité, ça c'est remis en question parce que, primo, du fait un peu de son caractère désenchantant et même pesant, l'idée qu'il y a un devoir au dévoilement de soi, ça ôte un peu tout ce qui est mystère et ce qu'on appelle l'autonomie personnelle définie dans la réflexivité privée. Et deuxièmement, ça met en avant l'idée que obligation au dévoilement de soi et à la communication authentique ou juste communication, ça qualifie tout ce qui est omission d'inauthenticité. Or encore, nos amis Gaben Fink qui nous expliquent que pas partager entièrement ses pensées dans un couple, c'est peut-être une stratégie de protection des partenaires qui essayent soit de réduire un stress, soit justement d'éviter les conflits à une étape où justement la réconciliation des problèmes, elle n'est pas super visuelle. Notre matériel, c'est les 3 versions de Scenes from a Marriage. Donc, on a Bergman en 73, Agaï Levy en 2021 et Aziz Ansari en 2021, toujours. Dans la version de Bergman, on a Liv Ullmann et Erland Josephson, qui jouent Marianne et Johan, donc un couple de 10 ans déjà, avec 2 enfants. On a une vision assez traditionnaliste du couple, même si les deux sont carriéristes. Et ironiquement, on a une avocate spécialisée dans les divorces et un professeur en psychologie. Et je dis ironiquement parce qu'on suit la dissolution de leur mariage pendant la série, et c'est justement à cause de l'incommunicabilité amoureuse, l'incapacité à mettre en avant leurs émotions. Dans la version de Agaï Levy, on a Oscar Isaac et Jessica Chastain, très difficile aussi à dire, qui sont Mira et John, un couple aussi de 10 ans avec une seule fille. On a une espèce de switch dans la configuration, ou plus dans la dynamique, parce que les rôles sont inversés. On a Mira qui est le soutien de famille, donc le breadwinner, et John qui est le père à la maison, ou pourvoyeur de soins, comme vous aimez. Et la dernière version, c'est celle de Aziz Ansari, donc c'est la 3e saison de Master of None qui s'appelle Moments of Love. Là, on a un complete switch dans la configuration d'un team puisqu'on a un couple homosexuel avec Alicia Oui et Denise, toutes les deux carriéristes, passion pour leur travail. On a une galeriste et une écrivaine. Pas d'enfants dans le couple, mais c'est le point de départ un peu justement cette idée du manque d'enfants, puisque Alicia essaye et tente et échoue d'avoir un enfant, donc c'est le point un peu de départ de la chute du couple. Et même si c'est construit dans une espèce de continuum dans lequel on a une évolution dans les rôles et la manière d'aborder les choses, on se rend compte que dans les 3 séries, c'est quand même l'incommunicabilité amoureuse et l'incapacité à mettre en avant ses émotions qui fait la dissolution du mariage. Notre démarche, elle a consisté en un décodage donc, des séries pour mettre en avant ce qu'on appelle les thèmes donc, et les scènes. On s'est basé sur la grille d'interprétation sémiologique de Divina Fromex qui met en avant icônes, symboles et index sur une espèce de continuum avec aux antipodes la réalité et l'abstrait. J'avais liberté dans la tête. Voilà, et on a décidé de justement discuter un peu des tensions en mettant en avant les scènes et les thèmes qui sont les plus probants, toujours en lien avec incommunicabilité amoureuse et donc analphabétisme émotionnel. On commence notre première tension, c'est celle qu'on avait expliquée qui mettait en avant inégalité genrée et charge émotionnelle. Mais avant de commencer, il faudrait qu'on se mette... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a regardé. Alors, il faut qu'on mette en avant l'idée que dans les 3 séries, les thèmes qui sont les plus... Il n'y a pas de problème. On retrouve un thème qui est super probant dans les 3 séries, c'est celui justement qui met en avant le fardeau de la condition féminine et qui est représenté par la souffrance et la culpabilité féminine. Dans les 3 séries, les femmes elles doivent passer souvent, ou du moins les protagonistes féminines qui jouent le rôle des épouses, on va parler ça comme ça, elles passent par des situations qui sont hyper douloureuses, des espèces de défis émotionnels qui sont hyper lourds et le plus souvent elles le vivent seules. Donc on a avortement, fausse couche, tentative multiple de fécondation in vitro, enfant mort-né, douleur, peine et tout ça.
c'est mis en avant justement et super bien représenté dans le deuxième Scenes from a Marriage, la deuxième version. La scène d'ouverture où John et Mira doivent discuter avec une doctorante de qu'est-ce que le succès dans le mariage, et à la question qu'est-ce que justement l'amour, Mira répond vous réalisez peu à peu que tout peut vous blesser. You gradually realize that anything can hurt you. Donc de là, on sait déjà qu'on est doomed à souffrir. Notre deuxième, du coup, le travail émotionnel, c'est quoi? C'est en fait, c'est le thème principal qui met en avant l'idée d'inégalité des genres, parce que c'est les femmes qui doivent le supporter et l'accepter dans la relation, et ça exige généralement la suppression d'enjeux émotionnels négatifs et la présentation d'émotions positives. Donc, dans leur souffrance, elles sont seules en charge de ce travail émotionnel et elles sont prises, comme on le voit, dans une double contrainte normative et une dissonance émotionnelle qui menace leur sens, le sens de leur authenticité, et qui est préjudiciable pour leur bien-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour elles et pour leurs partenaires, elles sont en charge de comprendre leurs émotions, les mettre en mots, les exprimer de manière intelligible, mais surtout, elles doivent prendre soin de cacher les émotions négatives. Et on remarque quelque chose d'intéressant, c'est que si c'est construit dans un continuum, nos 3 séries ou nos représentations sérielles, qui met un peu en avant l'idée que on a une évolution dans la manière de réagir. Par exemple, Master of None, Alicia mettra plus en avant et de manière plus directe sa frustration justement par rapport à ce travail émotionnel que dans Bergman. Marianne reste toujours dans le feutré et le pastel. Les 3 protagonistes féminines vont vivre cette injonction justement au travail émotionnel. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Notre deuxième tension, elle, c'était celle qui mettait en avant l'idée de la conception spécifique de l'optimalité, donc un peu cette idée qu'il y a une seule manière de performer l'intimité. Et c'est celle qui est le plus liée justement à la communicabilité amoureuse et l'analphabétisme émotionnel, qu'on avait expliqué était donc l'échec des 3 couples dans les séries. L'arc narratif principal que les 3 séries mettent en avant, c'est celle qui un peu soulève la question de comment est-ce qu'on peut parler l'amour dans l'intimité quand on ne parle pas le même langage amoureux. Et pour essayer de répondre à cette question, on a identifié justement les obstacles à la communication émotionnelle. Le premier obstacle qu'on a trouvé, c'est celui des rôles performés par les partenaires. On avait vu tout à l'heure que justement cette façon de faire l'intimité, ça crée des attentes normatives. Et en créant et en imposant des normes d'intimité et de communication à respecter justement, qui sont très probablement inatteignables, le discours thérapeutique, ça a renforcé un peu l'idée de la performance dans le sens de l'acting, des normes justement, ou bien pardon, des rôles sociaux qui sont injonctifs et attendus, et qui semblent être, comme on le voit chez Bidault, qui explique justement l'œuvre de Bergman, qui semble être à l'opposé du moi intérieur réel de nos partenaires. C'est un peu comme un jeu de la dinette. Dans les 3 séries, on a ces couples qui essayent de maintenir une espèce de relation amoureuse en vie, mais qui le font en essayant de répondre à des normes communicationnelles, émotionnelles, mais ne savent pas vraiment d'où vient cette source. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est Agaï Levy qui retire les génériques de ses débuts, donc ici début et la fin, et pour nous remplacer ça avec des scènes de les acteurs rentrent dans leur rôle, un peu comme pour nous dire que dans toutes nos scènes de vie conjugale, on rentre tous dans un rôle et on performe tous une espèce de rôle pour répondre aux attentes de l'intimité. Est-ce que ma deuxième... Ok. Le deuxième thème qui est le plus récurrent dans les 3 Scenes from a Marriage, c'est celui du secret et de la vérité. Les partenaires ils vont avoir recours aux mensonges, ruses, omissions, tout ce qui est regroupé dans l'idée de secret pour justement maintenir une espèce de routine de vie équilibrée qui correspond aux critères, comme on l'a dit, de performance et auxquels il et elle aspirent. Mais cette vie équilibrée, ça ne semble jamais vraiment tout à fait correspondre à leur véritable personnalité, ou du moins à ce qu'ils et elles ressentent comme étant vraiment authentiques à ce moment-là. Et c'est pour ça que leur véritable personnalité trouve un espace d'expression, soit quand elles sont seules, ou ils sont seuls, ou quand justement le mariage est dissolu, donc la performance est révolue. Meilleur exemple pour montrer ça, c'est dans Master of None, l'épisode 2 et 6. Dans l'épisode 2, le couple est toujours marié, on vient juste de vivre une fausse couche dans l'épisode 1. Et là, déjà, on le voit, c'est scène 1, scène 2, les 2 personnes sont dos à dos. Denise se cache pour manger un burger. Scène 2, elle rentre chez elle, Alicia mange quelque chose de plutôt healthy, lui demande est-ce qu'elle a faim, elle dit non. Et c'est la scène qui va précéder le couple qui se sépare pour aller justement être adultère de leur côté. Alors que dans la scène, dans l'épisode 6, transition, vont pas avec mon flow, dans la scène 6, on voit qu'une fois divorcées, chacune remariée avec des enfants, elles se retrouvent pour une liaison, chacune ensemble, et on voit que Denise mange au lit une espèce de snack, et on rigole du fait que on n'a plus besoin de se cacher parce que maintenant on n'est plus mariés, donc on peut juste être qui on est, les masques sont tombés, et on partage ensemble un snack. Donc on a cette idée de vérité et de secret. Donc finalement, quand elles sont plus ensemble et n'ont plus les carcans du mariage, elles sont juste capables d'être honnêtes, une espèce de trait de caractère très difficile à avoir dans Scenes from a Marriage. Donc, on voit que les tensions entre les injonctions et les réalités, ça crée une espèce de sentiment d'inadéquation chez nos partenaires,
dans lequel il et elle vont vivre un peu de frustration face justement à la suppression de leurs véritables désirs et des émotions qui en découlent. Parce que dans un effort d'essayer de correspondre justement aux attentes qu'ils et elles perçoivent comme étant reliées au rôle qui leur reviennent, ils deviennent progressivement incapables d'exister pleinement dans le couple. Ça va exacerber justement leur incapacité à comprendre, exprimer et communiquer leurs émotions. Meilleur exemple, encore une fois, Scenes from a Marriage de Bergman, dans lequel Marianne et Johan doivent répondre à une journaliste qui leur explique « Vous êtes mariés depuis 10 ans, qu'est-ce que le succès dans le mariage ?» Marianne donne sa définition de l'amour, elle explique « I wish we weren't forced to play all these roles we don't want to play. » Donc, j'espérerais ou je rêverais qu'on puisse ne pas justement jouer ces rôles qu'on est obligé de jouer. On a encore cette idée de performance des rôles. Mais ça ne veut pas dire que nos partenaires ne parlent pas l'amour. Au contraire, comme elle le dit, Poder, la communication n'est pas l'élément quintessentiel lorsqu'il s'agit de comprendre les relations de soutien. En gros, même s'il y a une seule et bonne manière de performer l'intimité, nos partenaires, ils ont trouvé une espèce d'alternative pour justement parler l'amour dans le même langage. Waouh! Ouais. Ah, ok, oui, éteindre, oui, ce serait parfait, merci beaucoup. Moi, je suis bien comme ça, si vous, ça vous... Ouais, moi, je suis bien. Donc, nos partenaires, ils ont trouvé des alternatives pour parler justement leur amour dans le même langage, ce qui ne passe pas forcément par les mots, mais qui va quand même indiquer une espèce d'échange et d'émotions qu'ils considèrent justement assez authentiques dans le couple. On a dans Scenes from a Marriage One un échange de regards pour dire « Ah, là, on est malaisé que nos amis se disputent, mais on se comprend ». L'échange de regards, il laisse place au chuchotement dans le deuxième, où justement les couples arrivent à créer cette espèce de cocon où il n'y a que nous et eux qui nous entendons, qui s'entendons, pardon, ou qui les entendons, je ne sais pas, vous avez compris ce que je voulais dire. Et dans Master of None, on a la danse. On danse quand on fait nos tâches ménagères, on danse quand on se retrouve après notre divorce, et on danse même avant de procréer, parce que là, on est en train d'attendre que notre ami, le donneur, va venir à la maison nous donner ce qu'il doit nous donner pour justement faire notre fécondation à la maison, donc on est là. Du coup, cette alternative, c'est génial, mais sauf que ces alternatives vont trouver une espèce de limite lorsque les partenaires ils vont choisir justement il et elle vont choisir d'exprimer, de mettre en mots leurs émotions, en gros, de parler leur vérité. Parce que la vérité, quand on la parle, généralement, elle éclate quand elle n'est pas super bien préparée. Et ça nous met en avant notre troisième thème, qui est le dévoilement de soi comme une obligation de morale. Ici, on se rencontre encore avec Poder, qui nous explique que l'intimité en tant que révélation par la parole est souvent associée à des sentiments dramatiques de peur, d'amour, de jalousie et de haine. La thématique du dévoilement de soi comme une obligation morale au sein de l'intimité, on la voit dans 2 scènes emblématiques que la série elle met en avant, et elle fait un espèce de traitement différentiel de l'authenticité et de l'expression de la vérité, entre guillemets, et de cette ouverture du moi intime. Dans la première scène, on a une espèce qui est supportée par une assise thérapeutique. Cette scène-là, elle met en avant, comme on l'avait vu au début, le danger justement de voir la réflexivité privée du sujet qui est exposé au grand jour. Et dans ces scènes, en fait, on est dans la lecture des journaux intimes. Donc là, on se positionne, les couples sont séparés, pas divorcés. Les partenaires trompés, eux, sont allés en thérapie. On leur a dit, ce qui est génial, ce serait de faire un exercice où vous avez des morning pages, soit vous écrivez vos émotions tous les matins sur un petit calepin. Et on a nos partenaires adultères qui les obligent à les lire, comme on le voit ici, I read like I hear it, ou, je sais pas pourquoi je fais ça, ou read it to me, please, là-bas. Sauf que nos partenaires adultères, eux, n'ont pas fait de thérapie, donc n'ont pas forcément cette capacité à l'introspection ou à l'introjection qu'ont nos partenaires qui ont été trompés. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de brimer cet avancement que nos partenaires ont, en instigant des relations sexuelles, en bâillant, en dormant, juste prouvant qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font. Notre deuxième scène, elle, voilà, c'est celle qui n'a pas d'assise thérapeutique, mais elle illustre parfaitement la manière dont le dévoilement de soi, à une étape où la réconciliation n'est pas envisageable, peut prendre la forme d'une explosion de la frustration des couples qui, après s'être conformés et confinés dans des rôles, trouvent finalement une forme de liberté dans l'expression de leur vérité. Ces scènes-là sont celles de la signature des papiers du divorce, dans lesquels il y a un bilan de la relation qui est faite, et elle est faite à travers des jugements critiques, des attaques personnelles et finalement de la violence physique, comme on le voit ici. Sauf qu'on note que dans Master of None, il n'y a pas de violence physique. On a plus de la violence verbale qui est principalement mise en avant par Alicia. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour expliquer? Non, ok. Est-ce que je peux expliquer 30 secondes les scènes ou j'ai mon temps? Non? Juste vite fait pour qu'on mette les scènes. Donc là, c'est dans le bureau de Johan. Pardon pour ceux qui sont de ce côté. Là, on a le bureau de Johan où ils commencent à parler. C'est la première fois que Marianne lui dit que il n'a jamais voulu vraiment se mettre face à la vérité du couple et elle non plus. Mais sauf qu'elle, comme elle a fait sa thérapie, elle est capable de le dire, lui non, et ça finit en fight. Ici, on a John qui
juste après avoir couché avec Marianne, il lui explique que même quand il couchait avec elle, ben, il n'a rien ressenti parce que maintenant, il est juste plus sous son emprise, donc c'est plus rien pour elle. Elle s'énerve, lui dit que c'est pas du sharing, mais c'est plus genre une espèce de narcissiste way of telling stuff. Ils finissent par se battre. La meilleure scène, c'est dans Master of None, où Denise, toujours avec son blague et son sarcasme, se met en avant en disant « This is marriage », c'est « We fight, we talk, and we just get over it ». Donc, elle lui dit « We need to talk » avant de signer les papiers. Alicia s'assoit et lui dit « You want to talk? OK ». Et là, elle lance toutes les choses qui allaient mal pendant le mariage. Quand elle finit, Denise, sans parler, prend les papiers, signe et lui les rend. Alicia se lève et part. Donc là, on a une façon assez intéressante de montrer le dévoilement de soi. Merci beaucoup pour cette minute. En conclusion, en fait, ce que notre travail, notre présentation, elle a permis de mettre en avant, c'est le caractère justement complexe de la communication intime, qu'on voit soit au sein des couples en général ou dans nos représentations, et qu'en même temps, le problème est la solution. Pourquoi? Parce que sans elle, bah, l'échange entre les partenaires qui sont responsables de communiquer, mais analphabètes émotionnellement, bah, il n'existe pas l'échange, sauf que c'est grâce à la communication qu'on arriverait à gérer l'instabilité de notre relation. Donc un peu cette ambiguïté-là qu'on voit, elle est ambiguë, comme son nom l'indique, et du coup, il y a beaucoup de scientifiques et justement d'experts qui ont argumenté que c'est un peu dans la forme de la communication que le cœur du débat se fait, parce que communiquer, c'est échanger, mais c'est pas forcément dévoiler. Donc, on a beaucoup de façons de communiquer qui sont assez différentes par différents moyens, comme on l'a vu, qui sont tout autant utiles justement pour marquer l'entente et régler ou gérer cette instabilité relationnelle. Et comme on le voit dans le texte de Poder, si je peux vous lire une petite citation, c'est que les individus modernes engagés dans l'amour nourrissent leur amour de diverses manières. Le travail relationnel consiste à faire le point au quotidien en tant que forme de communication et à montrer son appréciation et son attention par des gestes banals, justement. Et ces gestes banals, c'est servir de la nourriture, du thé, passer des moments agréables et humoristiques, autant d'éléments qui comptent énormément. Merci beaucoup. Merci, Anna. Merci. Je pensais vraiment que ça Et arrêtez cet enregistrement.